Tu vois, ça Bonjour va? Christophe, très bien. Ouais, Super toi. bien. Ouais, donc ce Bon. soir j'ai un petit cocktail raclette là, donc c'est top. Donc j'en profite là. On va parler financement. Donc je rappelle le sujet pour tout le monde, c'est l'investissement immobilier grâce à un financement via une société. Et du coup, je fais appel à Christophe, qui est l'expert dans le sujet. Donc je te laisse te présenter, Christophe. Alors, il y a Benjamin aussi qui va nous rejoindre. Il va te faire Ouais, une demande, je avec pense. plaisir. Super. Donc, du coup, je me présente, Christophe. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans à la banque. Euh, j'ai occupé différents postes. Donc, notamment le poste de conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine et chargé d'affaires professionnelles. Donc, c'est une expérience de plusieurs années. On a fait pas mal de financement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aider les gens à investir, alors soit en nom propre, soit au travers une société ou au travers une structure. Et pourquoi pas les guider dans l'investissement, puisqu'à titre perso, je suis aussi investisseur et j'ai une trentaine de lots. Donc, Ah oui, effectivement. Donc tu t'es voilà. bien servi des armes que tu avais, Ouais, l'expertise que tu avais. voilà, c'est ça. Donc, on utilise un petit peu les compétences qu'on a professionnelles pour pouvoir mettre à notre service et puis au profit de l'investissement. C'est pas tous les banquiers qui se servent de leur Non, poste c'est pour pas tous investir. les banquiers, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire et après, bah, je me suis professionnalisé comme beaucoup de gens dans ce niveau-là, dans l'investissement et du coup, voilà. Et tu t'es associé avec Benjamin, si j'ai bien compris. Donc voilà, on est avec Benjamin et Stéphanie et du coup, je vais laisser Benjamin se présenter, qui a aussi une expérience bancaire Ah, assez longue. j'ai entendu qu'il y avait une soirée raclette, du coup je suis venu. Si j'ai bien Exactement. compris. Vous êtes bienvenus. On a fait beaucoup de... Eh ben non, mais écoute, voilà, moi je suis Benjamin, je suis chargé d'affaires des professionnels. Je travaille dans le secteur bancaire depuis maintenant 11 ans et je m'occupe exclusivement des professionnels pour leur investissement, que ce soit sur leur mur professionnel ou aussi pour les achats de fonds de commerce, les achats de places de patientèle et de parts sociales. Sur le financement pro, bah, je fais ça depuis maintenant 11 ans. Et effectivement, voilà, bah, on travaille avec Christophe sur le projet de ton banquier à domicile et avec cette idée de pouvoir donner les bonnes pratiques, de donner un peu l'envers du décor de la banque aussi, ce que forcément les clients, les investisseurs n'ont pas tant qu'ils n'ont pas vécu des premiers investissements. Et donc, bah, on est là pour ça, pour apporter l'éclairage et toutes les réponses à toutes les questions qu'il peut y avoir dans ce monde-là. D'ailleurs, les banques ont réagi comment par rapport à la crise qu'on traverse? C'est plus dur pour investir. Ça se passe comment? Ouais, on peut voir que les contraintes, enfin, ça se durcit énormément. Aujourd'hui, l'investissement immobilier se fait plus sur 20 ans que sur 25 ans. Donc, contrairement à ce qui pouvait encore être le cas il y a quelques mois en arrière, on voit qu'au niveau de l'apport aussi, ça s'est durci. On est plus sur des apports entre 10 et 20% en plus de tous les frais annexes, donc des frais de notaire. Donc, on arrive sur des apports entre 20 et 30% du prix d'acquisition. Donc, c'est énorme par rapport à ce qui était pratiqué, qui est encore pratiqué dans certaines banques aujourd'hui. On peut encore obtenir un financement à 110% sur 25 ans, mais disons que ça se resserre et la tendance, c'est plus d'aller sur 20 ans avec des apports plus conséquents. Pour pouvoir encore bénéficier de ces conditions, il faut avoir un bon partenaire. Si un bon partenaire pour se faire financer. Ouais, disons qu'il faut des relations vraiment sur la durée. Il va falloir mettre en place des partenariats et plus fonctionner sur du one shot comme certains pouvaient le faire en sollicitant un crédit et après en allant voir une autre banque. Faut plus être volatile aujourd'hui. Il faut vraiment essayer de mettre en place des partenariats sur la durée et avoir une personne qui peut t'accompagner sur plusieurs financements et pas sur un seul financement. Et c'est là qu'on intervient au travers de ton banquier à domicile. En fait, on va aider les gens à vraiment mettre une stratégie en place. Alors, Benjamin va le dire, soit au travers des structures, donc que ce soit l'investissement en société. C'est d'ailleurs sur ça qu'on interviendra au mois de septembre à Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, l'investissement en nom propre, c'est dur. Faut que tu fasses partie soit des clients qui ont un taux d'endettement qui est très bas, donc en dessous de 35%. Et c'est très dur quand tu multiplies les investissements, tu dois le savoir. Tu montes vite, surtout qu'aujourd'hui, les banques ne pratiquent plus le calcul du différentiel. Donc, c'est vrai que les taux d'endettement explosent et tu dois te professionnaliser et mettre une stratégie en place qui te permet de continuer à investir. Et pour ça, c'est là que Benjamin intervient. On va plus être sur de la société.
C'est top parce que, en fait, c'était la prochaine question. Quelles sont les stratégies à adopter pour continuer à se faire financer? Bah, Bah, Benjamin, il va nous c'est expliquer exactement les ça. règles de financement sur la partie pro parce qu'elles sont un peu différentes de la partie perso. Alors, si vous investissez au travers d'une SCI, ça reste les mêmes règles qu'en nom propre, entre guillemets. Mais par contre, je laisse Benjamin prendre la parole sur la partie pro. Dans la partie pro, il y a la chose qui va être importante, c'est qu'on va avoir une analyse euh, qui est un peu plus poussée. Déjà, en termes de durée sur les financements, on n'est pas sur les mêmes durées. Il faut savoir que les durées, à titre personnel, si vous achetez de la résidence principale, on peut aller jusqu'à 25 ans. Pour du locatif, on est plutôt autour de 20 ans. Pour le professionnel, on est plutôt autour de 15 ans sur les durées qui sont préconisées. Donc déjà, en termes d'amortissement, on n'est pas sur les mêmes durées. C'est très important lorsqu'on présente le dossier, hein, parce que si quelqu'un vient présenter un dossier sur une structure professionnelle pour acheter des murs, euh, et puis qui présente le projet sur 25 ans, et ben on sait déjà que la personne qu'on a en face de nous, elle n'est pas forcément très avertie sur le sujet. Donc, quand on présente un dossier à titre professionnel, on reste sur une durée de 15 ans. Il faut savoir aussi que les taux professionnels ne sont pas les mêmes taux que les taux à titre privé. Les taux pro sont un peu plus élevés, hein, donc automatiquement, durée plus courte et taux un peu plus élevé. Donc ça, c'est effectivement vraiment caractéristique du prêt professionnel. Par contre, en termes de garantie, on va être sur des choses qui ressemblent aussi, hein, à ce qui se fait à titre personnel. Ça va être caution du gérant, des associés, une garantie réelle sur le bien. Donc ça, c'est ce qui se fait à titre classique, à titre privé. Mais on va avoir une analyse plus poussée selon l'investissement qui va être fait, notamment, pour donner un exemple, hein, si tu fais un investissement sur du locatif dans un endroit touristique, on va vérifier la localisation, vérifier les lieux d'intérêt qui sont autour, la façon dont tu peux y accéder, quel type de locataire tu vas avoir dans ton bien, quels sont les loyers qui vont être à percevoir. Donc, et on va vraiment faire une analyse poussée sur la partie encaissement, recettes, plus poussée qu'à titre privé. Donc, on est dans une analyse qui est plus fine. Et comme disait Christophe tout à l'heure, ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'un investisseur, dès qu'il va venir se présenter à la banque, eh ben, il doit être plus professionnel, plus préparé, plus formé et être capable de mettre en avant les aspects très positifs de son projet en ayant les bonnes informations et les bonnes données. Sinon, eh ben, il peut passer à côté de bonnes opportunités parce qu'il a peut-être mal présenté ou mal préparé son dossier, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment la solution d'investir avec une SCI? Bah, en fait, l'avantage que tu vas avoir quand tu investis sur une SCI, en fait, c'est que tu n'es plus dans les recommandations du HCSF. Tu n'entres plus dans les recommandations des 35% d'endettement. La banque peut déroger, c'est-à-dire elle peut décider de t'accompagner même si tu es au-delà des 35%, sans avoir à déroger et que tu sois dans les 20% auxquels elle a le droit pour les dérogations au-delà de 35% d'endettement. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en fait, les banques aujourd'hui ont le droit de déroger pour 20% de leur dossier au-delà de 35% de taux d'endettement. Et là, tu n'en fais pas partie quand tu achètes en SCI. Ça va être comme quand tu achetais il y a quelques temps. La banque, à partir du moment où elle te fait confiance, elle croit en ton projet, elle peut t'accompagner, elle peut te suivre. Après, le problème, en SCI, il me semble qu'il faut s'associer avec quelqu'un. Ou on peut faire une SCI seul. Non, Tu peux faire une SCI seul si tu as une société ou une On holding. fait Tu une peux, seule avec une société qu'on a déjà. c'est ça. voilà. D'accord. Au moins deux associés pour une SCI, c'est obligatoire. Tu ne pourras pas avoir une seule personne. Si tu veux une seule personne, tu vas faire une SASU, par exemple, une société par action simplifiée unipersonnelle. Mais si tu dois faire une SCI, il faut au moins deux associés. Mais effectivement, si tu as une autre société, elle peut rentrer en tant qu'associée. Il faudra juste bien que ce soit stipulé dans les statuts de la SCI et dans les statuts de la société qui intègre le capital. Il faut bien que ce soit mentionné parce que il faut qu'elle puisse prendre des parts des actions dans une autre structure que la sienne. Et ça, il faut bien que ce soit marqué dans les statuts de l'autre structure parce qu'au moment des detail off, dans les contrôles qu'on va faire au niveau de la banque, eh ben, on va vérifier que la société qui est aussi actionnaire de la SCI, et elle a la possibilité d'être actionnaire dans cette structure. Donc c'est tout bête, hein, mais parfois juste de ne pas avoir cette mention dans les statuts, et ben, au moment d'éditer l'offre, on est bloqué, il faut faire une mise à jour des statuts, et puis tu peux perdre 2 semaines, 3 semaines, le temps que ce soit refait, publié, actualisé. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne le savent pas forcément. Non, bah non, parce que c'est quelque chose, ils créent la structure en mettant une holding, une société en plus de eux, personnes physiques, ils mettent une personne morale. Et puis, ils vont pas forcément faire gaffe que cette personne morale-là, elle a dans son objet et dans ses statuts la possibilité d'investir ou de faire partie dans le capital d'une autre structure.
parce que c'était pas forcément l'objet de départ de l'autre société. Alors après, si c'est une holding, la holding, à la base, elle a des statuts qui sont déjà préétablis pour pouvoir investir, tu sais, dans d'autres sociétés. Donc ça, il n'y aura pas de sujet. Mais si, par exemple, tu as une autre société d'investissement que tu avais prévu pour d'autres projets, pas forcément pour faire de l'investissement immobilier, mais pour d'autres choses, hein, de l'investissement sur du financier ou autre, eh bien, il faut bien vérifier ça, que dans les statuts, ces choses-là puissent être faites parce que la banque, de toute façon, va le vérifier. Et si c'est pas le cas, eh ben, tu vas effectivement devoir perdre au moins, on va dire au moins 2 semaines, le temps que ça puisse être publié au greffe, validé et qu'on ait les nouveaux statuts qui soient actualisés. Du coup, pour simplifier tout ça, il faudrait avoir une holding pour pouvoir mettre la La holding dans holding, une oui, la holding par défaut, elle peut détenir du capital d'autres structures. Donc on va dire que l'avantage que tu as quand tu crées une holding, c'est que par défaut, elle fait ça. Si tu veux mettre une autre société qui détienne du capital de ta RCI, elle peut le faire. Mais il faut vraiment que ce soit stipulé dans ses statuts et que l'objet de la société le permette. Pour te donner un exemple, tu ne pourras pas mettre une épicerie qui soit associée d'une société et d'une SCI parce que l'objet est différent, l'objet économique est différent. Mais par contre, effectivement, si tu as une holding, l'holding, par définition, c'est son objectif. C'est de détenir du capital d'autres structures. Voilà. Et quels sont en fait les critères des banques quand on veut investir en SCI pour qu'on puisse être financé? C'est que le projet doit être rentable, comme un investissement classique. C'est surtout ça. Il regarde d'autres conditions, j'imagine. Non, en fait, quand tu investis en SCI, on va regarder la faisabilité de ton projet. Donc, on va surtout analyser ton projet. Mais une SCI, c'est dit transparent. Donc, on va regarder les personnes qui composent cette SCI, les personnes physiques. Donc, on va faire une analyse quand même de ton endettement et de ta capacité d'emprunt à toi en tant que caution et en tant qu'associé de la SCI. Donc, il y a quand même une analyse qui est faite des personnes physiques qui sont dedans. On va pas, c'est pas parce que tu fais une STI que tu es caché, qu'on ne voit plus et que tu peux faire ce que tu veux. Si tu as 80% d'endettement, c'est mort, même si tu investis en STI. Donc, non, tu peux, parce que ça te permet d'aller au-delà des recommandations. Ça te permet aussi, d'un point de vue fiscal, des fois, de bénéficier d'avantages. Ça, c'est après sur le cas par cas. Ça te permet aussi d'avoir des avantages pour la transmission si tu as des enfants, par exemple. Et ça te permet surtout d'éviter l'indivision. Parce que des personnes, si tu achètes à deux avec ta compagne, par exemple, que tu n'es pas marié ou n'importe, ou même si tu es marié, tu te sépares demain, ou si tu te mets avec un associé que vous achetez en indivision, que tu ne crées pas de SCI, eh ben, il va y avoir une problématique au niveau du bien. Tu vas certainement te retrouver obligé de revendre ou obligé de faire un rachat de soult, donc un rachat du montant de ses parts. Alors que dans le cas d'une SCI, eh ben, tu te protèges de ça parce que tes statuts, tu encadres tout par des statuts qui vont te protéger. Et dans la protection de ces statuts, on peut faire un pacte d'associés, par exemple, pour imaginer, il y a un associé, je sais pas, dormant, on se sert de sa capacité de financement, il a un bon salaire, mais il ne veut pas s'occuper, et à un moment donné, il veut vendre rapidement ou autre, ou vendre en tout cas ses parts. Ça se passe comment? Bah, ça, tu peux l'anticiper justement dans tes statuts, le prévoir si jamais il y a un des associés qui veut sortir, décider que par exemple le gérant a la possibilité de choisir justement le nouvel associé qui va racheter les parts ou qu'il y a une priorité si vous êtes trois sur les personnes qui sont déjà dans la SCI pour le rachat de ces parts de la personne sortante, ça va être quelque chose que tu vas pouvoir anticiper. Et bien évidemment, l'avantage d'une association, c'est de bénéficier des qualités des uns et des autres. Donc, si par exemple, il y en a un qui a un bon revenu mais qui n'a pas d'épargne et que l'autre a de l'épargne et un moins bon revenu et un peu plus d'endettement, bah, c'est bien de s'associer pour pouvoir bénéficier des conditions optimales pour pouvoir emprunter. Mais après, le fait d'investir en SCI, sa capacité d'endettement n'est pas limitée après. Par exemple, une personne, un associé dormant qui a une bonne capacité de financement, le fait qu'il investisse via la SCI, ça n'a pas d'incidence s'il veut derrière investir en nom propre. En fait, on va calculer ton endettement dans ta SCI à hauteur de tes parts. C'est-à-dire que si tu as 30% de parts dans la société et qu'il y a 1 000 euros de revenus locatifs et 1 000 euros de charges, ben on retiendra 300 euros pour toi en revenus et en charges. D'accord. Et par rapport aux associations, c'est pas toujours facile de bien s'associer. Vous recommandez comment pour alors, choisir le bon associé ou même choisir surtout le bon montage pour que tout se passe bien?
Ouais, enfin, tout ça, c'est des questions qui sont complexes dans le sens que chaque dossier est différent et chaque projet est différent. Et tu vas peut-être t'associer pour un projet avec des personnes. Il y a parfois, tu as les SCI classiques, dites les SCI de famille, hein, qui sont des investissements patrimoniaux classiques. Puis après, tu vas avoir sur d'autres projets des investissements avec peut-être des personnes qui sont plus connaisseurs aussi sur ce secteur-là. Et que tout va dépendre aussi du rôle que tu vas avoir. Comme tu disais tout à l'heure, celui qui est juste, on va dire, associé et dormant. Alors, les banques n'aiment pas trop ce terme-là, hein. Dormant, on n'aime pas trop, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est qu'en fait, mais je comprends ce que tu veux dire, mais celui qui vient juste apporter du cash, hein, de l'argent dans le projet, et que lui, il attend que ça lui rapporte de l'argent, et ben, malgré tout, la banque, elle en prend compte, hein. C'est pas quelque chose que la banque n'analyse pas. Voilà, il faut s'entourer de personnes. Moi, le meilleur conseil, je pense qu'on peut donner déjà, c'est des personnes, tout dépend du projet, mais de personnes compétentes, de personnes qui sont averties, qui ont déjà fait des investissements, des personnes qui ont un réseau. C'est très important parce que les investisseurs qui ont déjà fait plusieurs opérations, eh ben, elles ont des directeurs de banque avec qui elles ont travaillé, elles ont plusieurs établissements qu'elles ont pu sonder, elles connaissent les délégations, elles savent comment ça se passe pour la prise de décision. Donc, c'est des choses qui peuvent faire gagner beaucoup de temps. Et je reviens rapidement sur ce que tu disais par rapport aux associés à la SCI, parce qu'on est resté que dans le cadre de la SCI. Mais si par rapport à ça, tu fais un investissement sur une société à la base qui est dite commerciale, comme une SARL ou une SAS, il faut savoir que il va y avoir une analyse financière qui va être faite plus tard sur les autres opérations. Si tu fais une première action sur une société et que tu fais un investissement immobilier, il va y avoir une liasse fiscale, un bilan qui va être fait. Et il faut savoir que si après tu veux, dans un an ou 2 ans, faire une deuxième ou une troisième opération, eh ben, la banque va analyser financièrement ton bilan. Une chose qui est très importante qu'on regarde, ce sont les fonds propres. Et dans les fonds propres, tu as l'apport des associés. Et si par exemple, je te donne un exemple, les trois, on montre une SAS pour créer pour acheter un investissement immobilier, mais que on décide que notre apport, on le met en compte courant d'associés. Si les comptes courants d'associés, on veut les récupérer dans un an, eh ben, ils ne sont pas considérés comme des fonds propres. Ils sont considérés comme des quasi-fonds propres. Et donc la banque a moins de sécurité que si par exemple on fait un pacte entre nous et on dit on va le laisser quoi qu'il arrive pendant 5 ans. Là, la banque le considère comme des fonds propres. Donc, tu vois, vraiment, ça dépend du dossier que tu vas avoir, du projet, des autres projets que tu vas avoir derrière aussi, et de ce que tu vas en faire. Mais quoi qu'il arrive, bien sûr, projet rentable, et être entouré avec des personnes qui sont averties, avec un bon réseau, ça facilite la vie derrière pour enchaîner les investissements. Ça, c'est évident. Ce que vous recommandez, c'est que tout l'argent qui tombe dans la société, on le laisse. Donc, on ne sort pas pour qu'il y ait des fonds propres et que la banque voit que la société fonctionne et qu'il y a des bons bilans pour pouvoir continuer à investir. Exactement, surtout quand tu passes par des structures dites commerciales, hein. Si on passe par des SARL ou des SAS, il faut savoir que l'objet d'une SCI, c'est de faire de l'achat immobilier. L'objet d'une SAS et d'une SARL, à la base, c'est de faire du bénéfice. Donc, c'est comme toutes les sociétés, hein. Donc, l'objectif, c'est de quand même présenter des bilans qui soient corrects, surtout si à travers cette structure, tu veux enchaîner les investissements. Mais encore une fois, tout dépend de ce que tu veux faire de la structure. Si tu veux créer du déficit, si tu veux faire des projets sur lesquels tu défiscalises, tu vas pas avoir le même objectif que si tu veux que cette société te permette de faire d'autres investissements. Si tu veux que cette société te permette de faire d'autres investissements, il faut être assez malin pour garder un bon niveau de capitalisation, donc un bon niveau de fonds propres, montrer effectivement un bon résultat qui soit cohérent avec l'activité de la société, pour que derrière la banque se dise, bon, eh ben, j'ai les flux professionnels, j'ai la rentabilité, j'ai la capitalisation. Donc la personne qui est en face de moi m'a prouvé que c'était un bon investisseur, un bon gestionnaire. Donc sur le projet d'après, ben, le risque pour moi, il est plus le même. Il est déjà un peu inférieur. Et ben, je vais peut-être miser un peu plus. Je vais peut-être donner de meilleures conditions. Je vais peut-être accepter de prendre d'avoir une analyse qui est plus solide parce que je sais que le gérant, il a quand même déjà il m'a prouvé qu'il était capable de le faire. Et c'est vraiment pas neutre. L'expérience du gérant dans une structure professionnelle, ça a beaucoup de poids lorsqu'on prend les décisions. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Très souvent, les professionnels pensent que tout se joue, tu sais, à un prévisionnel ou un business plan, mais pas du tout. En tout cas, moi, je peux te dire que par expérience, très souvent, les 3 quarts de ma décision, c'est vraiment sur la personne que j'ai en face de moi. C'est ça qui me donne, qui va me donner un feeling, une impression sur le dossier. Après, il y a l'expérience aussi, mais tu vois, dès que je vois la personne, je vais savoir rapidement si je me dis, OK, je pense il correspond au profil de son projet, ou au contraire, si peut-être pas adapté, peut-être trop tôt, peut-être l'envergure est trop importante pour cette personne, tu vois. Et à partir de quel moment tu estimes qu'il a un bon niveau d'expérience? Quand il a 3-4 biens, c'est quoi vraiment les critères par rapport
l'extérieur de Christophe va pouvoir le dire. Moi, je vais te dire, par exemple, pour les pros, si c'est sur du fonds de commerce ou sur de l'acquisition de murs professionnels, moi, je considère déjà qu'à partir de la troisième affaire, tu es déjà quelqu'un qui est, enfin, troisième affaire qui a bien fonctionné. Hein. Si tu as montré deux business et que les deux se sont plombés, bon, tu as de On est bien l'expérience, d'accord. mais c'est pas terrible. Hein. Mais si tu as déjà monté deux affaires, les deux affaires ont bien fonctionné, que tu as des bilans sur ces sociétés, hein, tu as trois bilans sur chacune des structures. Donc, tu vois, on est déjà sur presque peut-être 6 ans ou 7 ans d'activité sur le pro, hein, je dis, hein, sur la partie pro. Bah, on peut déjà considérer qu'il est effectivement confirmé sur son activité. Après, Christophe, il va peut-être plutôt te préciser pour l'immobilier. Sur l'investissement IMO, je pense pas qu'il y a des nombres d'opérations pour avoir vu énormément d'investisseurs et d'opérations pour en faire aussi à titre perso. Je pense que des fois, une personne va acheter un seul bien immobilier, mais ça va être un ensemble ou ça va être un immeuble et va répondre à plein de problématiques. Et du coup, il n'est plus considéré comme débutant. Il n'aura fait qu'un seul bien, mais il aura peut-être 10 apparts ou 15 apparts dans le même bien. Et il aura peut-être demandé un permis de construire. Il aura peut-être demandé des nouveaux compteurs à Enedis. Donc, tu es sur quelqu'un qui va résoudre vraiment des problèmes et qui va répondre à une problématique. Et là, pour moi, c'est déjà un professionnel. Après, tu as des gens qui vont faire, je sais pas, 5, 6 achats de studios et ça va être juste de la petite rénovation. Ils savent pas gérer de gros travaux. Ils savent pas comment on fait des demandes auprès de la mairie. Enfin, voilà, tu vois, il y a des investissements qui sont différents en fonction des investisseurs et des différents profils. Et pour financer des marchands de biens, c'est encore plus compliqué qu'un financement classique en SCI, j'imagine. Non, J'aime bien la pas question. spécialement. Pas spécialement. En fait, la question c'est, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour financer C'est exactement ce que j'ai compris. C'est exactement ce que j'ai compris. C'est quoi l'astuce pour les marchands de biens, du coup? Non, je pense pas que ça soit plus compliqué. Franchement, en fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut faut avoir beaucoup d'argent et faire sa première opération de marchand de biens avec ses fonds propres. Pas du tout. En fait, à partir du moment où tu prouves à la banque justement que tu es un professionnel de l'immobilier et que tu as su répondre à des problématiques, comme je l'ai dit juste avant, bah, la banque va pouvoir t'accompagner sur du marchand de biens. Ce qu'ils veulent, c'est juste avoir un pro en face parce que tu achètes au travers d'une société. Donc, ils vont regarder différents critères, comme l'a dit Benjamin. Et c'est important de présenter comme un professionnel, de connaître les chiffres, de savoir à quelle problématique tu vas devoir répondre et prouver à la banque que tu as fait déjà plusieurs opérations, mais pas spécialement de marchand de biens. Ça peut être dans l'investissement IMO classique, mais montrer que t'es un pro de l'IMO, que tu viens pas d'arriver. Parce que j'ai des gens, des fois, ils n'ont pas d'épargne, ils n'ont rien du tout. Ils me disent, bon, bah, je veux faire une opération de marchand de biens. Attends, calme-toi. Fais bien l'investissement d'abord, et puis après, mettre l'épargne de côté, voilà, et un petit peu d'argent, et comporte-toi comme un professionnel, et après, on peut voir. Mais il y a pas de chose qui va t'empêcher de le faire si vraiment tu as une expérience. Par contre, si tu n'as pas de l'expérience dans l'immobilier, tu n'as pas de fonds, tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien du tout, ça va être problématique. Ouais. Et puis en revenant sur l'activité de marchand de biens, il faut bien comprendre que c'est légalement encadré, hein, le marchand de biens. C'est pas parce que tu achètes un bien que tu es marchand de biens. Hein. C'est pas ça un marchand de biens. Hein. Un marchand de biens, du point de vue légal, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui fait des opérations immobilières à répétition, qui a une visée qui est spéculative, donc c'est-à-dire d'acheter un bien, de le retaper pour le revendre, faire une plus-value et en faire un deuxième derrière, etc., etc. Mais il faut bien comprendre que c'est à titre habituel. Donc ça veut dire que si tu fais une opération sur un immeuble de rapport, très belle opération avec une belle rentabilité, mais que c'est ton premier investissement, tu n'es pas marchand de biens. Tu es marchand de biens quand tu as enchaîné les acquisitions. Et comme disait Christophe, quand tu les as enchaînées, ben, automatiquement, tu deviens un professionnel de l'investissement. Parce que tu as vu toutes les étapes des travaux, des déblocages de fonds, de la gestion de ton bien. Et puis surtout que si tu fais de l'achat-revente assez rapidement, ce qui est souvent le cas des marchands de biens pour faire de la plus-value, eh ben, tu es rapidement en contact avec les notaires, avec tous ces gens-là aussi, avec le banquier, bien sûr. Donc, c'est pas forcément que la banque ne va pas vouloir le faire, mais ce qui se passe, c'est comme disait Christophe, c'est que tu as des personnes qui ont jamais investi quoi que ce soit, qui n'ont aucune expérience dans l'immobilier et qui viennent toquer à la porte de la banque en disant, bah voilà, aujourd'hui, je veux commencer à être marchand de biens. Ça se passe pas comme ça. Bah, vous avez vraiment répondu à ma question et ça se voit que vous vous en occupez aussi des marchands de biens. Vous ne les mettez pas dehors. Non. Donc, franchement, ça fait plaisir parce qu'au final, ce que j'ai compris de vos réponses, c'est que vous accompagnez vraiment de manière sur mesure les personnes qui veulent commencer à investir
Donc, à partir d'un moment où ils sont bloqués, bah, vous pouvez aussi les conseiller par rapport à un investissement via une société. Et si derrière, ils ont vraiment l'expérience et qu'ils sont bien accompagnés, bah, passer sur des opérations de marché mur. Franchement, c'est top. Alors, pour moi, là, franchement, vous avez bien répondu à toutes les questions. En plus, comme ça a été fluide, bah, on a parlé de la holding, la SCI. Et en fait, maintenant, je voulais savoir concrètement comment vous pouvez accompagner les investisseurs, de quelle manière, comment on peut vous contacter. Alors, le but pour nous, ça va être vraiment d'accompagner, que ce soit les débutants, les intermédiaires ou ceux qui sont à un niveau un peu plus élevé. Ça va être vraiment d'accompagner tout le monde et de répondre aux problématiques que tout le monde peut rencontrer. Donc, en fait, on propose des accompagnements sur l'investissement, donc vraiment de A à Z pour les débutants. Donc, savoir comment chercher son bien, savoir comment gérer la partie travaux, savoir calculer les rentabilités, comment aller demander un financement et chercher un financement à la banque. Après la mise en location, pareil, on va vraiment les accompagner sur l'ensemble de leur projet. Pour les gens qui sont un peu plus aguerris, on va les aider à passer à un autre niveau. Donc, acheter au travers une structure, par exemple, ça peut être un des moyens de pouvoir s'élever et puis monter en niveau. Et on aura des formations qui vont être en ligne d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines. Donc, on vous le dit en avant-première ce soir pour notre live là. C'est la première fois qu'on communique dessus. Donc, nos formations vont être en ligne d'ici une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, avec le site internet. Pour l'instant, pour nous contacter, vous pouvez nous retrouver que sur Instagram ou alors par mail contact@tonbanquieradomicile.com. Sinon, ça va être essentiellement sur Instagram et bientôt, on aura le site internet avec les formations en ligne dans une quinzaine de jours. Donc, vous pourrez nous retrouver sur www.tonbanquieradomicile.com. Et on vous verra aussi physiquement. Donc, lors d'un événement en 2022, en septembre 2022, il paraît que vous intervenez dans un stade. Vous intervenez dans un stade de foot. T'as vu ça? On a parlé d'un gros événement qui va avoir lieu en septembre 2022. Apparemment, je crois que c'est toi qui l'organise. Bah, Donc, il y aura un pôle financement aussi, des conférences dans les gradins. Et bah, je vais en profiter pour vous partager en fait ce qu'il y a dans la salle. Donc, bah, je vous laisse commencer déjà par votre sujet pour qu'on monte en température. Et après, je vais continuer. Donc, votre salle, ça s'appellera la Hill en l'honneur de Napoléon Hill. Et du coup, bon, grâce à vous, on va devenir riche grâce au financement que vous avez. On verra dans cette intervention, effectivement, comment solliciter un prêt pour votre société et comment obtenir votre financement professionnel. Donc, que ce soit sur l'immobilier ou sur la partie que Benjamin gère, pour obtenir un prêt au travers votre société, donc au travers votre structure professionnelle. Comment obtenir votre financement à tous les coups. Donc, il peut faire un petit débrief là-dessus ou une petite info. Exactement, vas-y. On t'écoute pour la. Non, bah en fait, voilà, effectivement, nous, tu sais, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille dans le secteur bancaire et on a une expérience qui, du coup, nous permet de vraiment voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on a pu constater qu'auprès de nos clients, que ce soit à titre privé et professionnel, et moi, je peux le dire vraiment à titre professionnel, on a très souvent vu des personnes qui étaient très motivées, qui avaient de l'envie, qui avaient des projets qui étaient parfois très intéressants. Et même si on t'en avait parlé à toi individuellement dans la rue, tu vas dire, bah, ce projet, il y a quelque chose. Et puis après, quand tu rentres dans le concret, dans vraiment la présentation du projet, sur le plan de financement, sur le concept en lui-même, tu trouves toujours les mêmes erreurs. Tu trouves toujours les mêmes erreurs. Des personnes qui sont pas assez préparées, des personnes qui ne savent pas présenter leur projet, des personnes qui te présentent des business plans complètement farfelus, des personnes qui n'ont pas pensé, qui n'ont pas bien fait leur étude de marché, des personnes qui ont chaque fois qu'elles ont tiens, il y a un potentiel de business à tel endroit, elles y vont sans faire plus d'analyse. Et on se rend compte qu'au final, tu te dis, bah, l'idée est bien, mais ils en sont à l'étape 1, vraiment, alors qu'eux, ils pensent, eux, ils se croient à l'étape 10, alors qu'en vrai, ils sont à l'étape 1. Donc, notre objectif à nous, c'est que lorsqu'on va présenter les choses, c'est de montrer à tout le monde vraiment quelle est la façon de présenter son dossier, quelle est l'analyse à avoir sur son dossier, comment le présenter à son banquier et comment convaincre son banquier, parce que l'entretien qu'on fait avec son banquier, c'est pas un entretien qui est neutre, c'est pas un entretien à prendre à la légère. Il y a un vrai enjeu derrière, surtout lorsqu'il y a un business à réaliser.
Donc, nous, notre objectif, c'est ça, c'est vraiment de donner notre expérience et de pouvoir dire à des personnes, bah, voilà, dans tel projet, on donnera aussi des exemples, hein, des cas concrets, mais on pourra vraiment montrer les choses qui se réalisent et qui aboutissent et qui finalement donnent des super projets et des beaux projets de vie, et puis les erreurs à éviter. Et tout ça, tu peux pas l'inventer si t'as pas notre expérience, t'as pas notre vécu, tu peux pas savoir ce qui se passe concrètement. Nous, on a eu et Christophe aussi, hein, quand tu fais des investissements, des financements et surtout pour le pro, tu vas sur le terrain, tu vois concrètement ce que tu as financé. Tu as financé une boutique, tu vas voir la boutique, tu as financé une salle de sport, tu vas voir la salle de sport. Et ben, ce qui est bien, c'est que quand tu y vas, c'est concret. Et tu as pu voir toutes les étapes, les travaux, l'investissement, comment ça se développe, et puis tu ouvres la deuxième salle, la troisième salle. Donc voilà, notre objectif, c'est de pouvoir faire de toutes les personnes qui soient dans l'auditoire des investisseurs et que quand les gens sortent de là, ils aient envie de casser la baraque et de monter leur projet, quoi. C'est ça l'objectif. Bah là, franchement, ne serait-ce la présentation, tu m'as convaincu. Je vais choisir, donc, ceux qui regardent le live, de choisir la salle Hill. Je ne vais pas parler des autres sujets de concurrence. Juste, dernière petite question. Vous avez financé en termes professionnels, quel type de projet? Des salles de sport? Parle-nous un petit peu de tes projets que tu as adoré le plus financer. Alors, on a le secret bancaire, donc je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail, mais on va rentrer, si tu veux, on va dire de manière un petit peu plus large. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé financer, tu sais, c'est des projets vraiment où tu as une personne qui a lancé un concept auquel tu t'attends pas et qui te surprend et que tu ne connais pas. Tu sais, moi, j'ai maintenant voilà, 11 ans d'expérience et lorsque tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, voilà, j'ai inventé ce concept-là ça t'interpelle et que la personne te montre une bonne présentation, qu'il a bien mûri le concept, qu'il a vraiment prévu le déploiement, etc. Bon, pour rentrer un petit peu plus, par exemple, dans le concret, mais surtout aujourd'hui avec la digitalisation, tu as des personnes qui viennent te voir avec des idées d'application. Il te prend son téléphone, il te prend sa tablette et il te montre une idée d'application. Et tu te dis, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, tu vois? Et tu vois tout le déploiement qu'il peut y avoir derrière, tout le concept, tout le projet qu'il y a, le potentiel qu'il y a. Et tu te dis, mais c'est excellent. Et la personne qui est devant toi, et ben quand tu la vois, tu te dis, mais j'aurais jamais cru que on aurait pu avoir cette idée-là maintenant. Et cette personne, tu te dis, elle a peut-être 3-4 ans d'avance, mais c'est génial. Et moi, ce que j'apprécie, c'est ça, c'est quand tu es surpris. Et puis après, tous les investissements de locaux, de murs, d'installations, etc., où tu vas aux inaugurations, tu vois le projet se développer, des projets de famille aussi, tu sais, des familles qui lancent une boîte. Et tu vois ce qui grandit, et tu vois la famille qui grandit avec la société aussi. C'est génial. C'est une sensation qui est top parce qu'en plus, vraiment, tu en prends parti. Tu vois, c'est quelque chose qui est. Les clients s'en souviennent. Moi, je peux te dire que j'ai des clients 8 ans, 7 ans après qui viennent te voir. Ils ont déjà monté 3 business entre-temps, mais ils se souviennent du tout premier projet petit, tu sais, que personne n'y croyait. Et ils te disent, bah, toi, tu y as cru et grâce à toi, j'en suis là aujourd'hui. Donc, c'est la reconnaissance au final qui te fait plaisir. Franchement, Benjamin, tu m'as inspiré. Ce que j'ai compris de ce que je disais, c'est qu'en gros, ce que tu es en train de nous dire, si vous avez un business, une idée de business, ça fera un plaisir de nous accompagner pour le financer. Là, ce qui te fait vraiment kiffer, au-delà des murs commerciaux, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes à lancer les business, obtenir le financement. Et c'est ça, franchement. Donc, si tu veux lancer un business, me faire financer, mais on peut faire les deux. Mais on peut faire les deux. Tu sais que ton business, s'il marche bien, il va avoir des locaux et on va financer tes locaux. Donc il faut penser à ça aussi, c'est que le business, c'est pas que le business, c'est que nous, dès que on va financer un fonds de commerce, moi ce que je veux, c'est que je finance ton fonds de commerce. Au début, tu vas sûrement être locataire de tes murs et puis après, ça va tellement cartonner que tu me dis, bah, en fait, mes murs, je veux plus louer, je veux payer pour moi et je veux l'investir pour moi et je veux m'ouvrir une deuxième boutique. Et c'est ça l'objectif, c'est que derrière, tu sais, tu as des personnes qui ont lancé je ne sais pas, des boulangeries avec des concepts un petit peu différents. Il a ouvert une boulangerie, ça marchait, une deuxième, une troisième, et puis ils montent une franchise derrière. Donc vraiment, il faut vraiment avoir l'esprit large et de te dire, le fonds de commerce, c'est, on va dire, une première étape. Et puis tu peux y intégrer les murs, et puis après d'autres murs, et puis après racheter des fonds de commerce autour de toi, te développer. Bon, c'est comme au Monopoly, c'est pareil, hein. Tu as grandi, et puis après tu passes à la caisse quand les gens ils passent dans ta petite case, tu vois. Si j'oublie pas, je vais prévoir un petit Monopoly dans la salle. Ah, magnifique, magnifique. Franchement, merci beaucoup. Et ça m'a vraiment donné envie. Là. Donc, si je veux
acheter un autre stade, le Stade de France par exemple. Ah, magnifique. De Bordeaux. Le Stade de Bordeaux, toujours. Et après, sinon, on n'intervient pas que sur la partie financement. On va t'aider aussi à regarder la rentabilité, à que tu fasses pas Bien d'erreurs, sûr. comment présenter ton projet. Enfin, on va intervenir à plusieurs étapes. On retient souvent que le financement parce que on a choisi comme nom commercial ton banquier à domicile, mais on intervient vraiment sur la globalité de ton projet. Donc, le but, ça va vraiment être de voir que tu fais pas d'erreur du lancement à l'obtention du financement et après à la gestion du projet. Franchement, c'est top. Donc, si vous voulez monter des business, financer des projets immobiliers ou financer des locaux commerciaux, il faut absolument venir au centre d'investissement immobilier pour montrer ton banquier à domicile et surtout choisir la salle IL. Donc, cette interview donc, sera enregistrée et sera mise sur YouTube. Comme ça, vous aussi en profiterez. Ce sera avec plaisir qu'on la partagera. Donc, merci à vous deux. Franchement, j'ai vraiment pris du plaisir. Même si elle a Également. quelques Merci à toi. franchement, je suis presque triste de vous quitter. Merci Et beaucoup, Thibaut. si vous passez dans le sud, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus à Bordeaux et on s'organise ça. Très belle ville. Très belle ville. Il y a des belles choses à faire à Bordeaux en plus. Oh oui. Donc, je vous dis à très vite. Normalement, j'ai toutes les informations. Donc, il y aura un pôle financement au salon de l'investissement. Il y aura plein de choses, une librairie. Si vous voulez lancer un livre sur lancer des projets, comment financer des projets rentables, ça sera top. Et en plus, il y a une librairie, on va l'exposer. Donc, On en je vous prend dis note. à très vite. Et merci. Si vous avez des questions, je suis vraiment désolé. Je vous invite à les poser directement donc à ton banquier à domicile, donc le compte, ou directement aussi à Benjamin, parce qu'il y a un petit cocktail raclette qui m'attend et j'ai des invités. Ah là C'est bienvenu quand même. là. Merci à toi. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. Ciao. Et on se dit à très vite. À bientôt. Ciao. Passez une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao.